Merci d'être là aujourd'hui. Donc, pour me présenter un petit peu, je m'appelle donc Sabrina Marnet-Letellier, je suis nutrithérapeute, praticienne en micronutrition et en hypnose, donc basée sur Lyon. Et je suis spécialisée sur tous les troubles digestifs chroniques et troubles hormonaux. Voilà, donc la candidose, on va dire que ça m'a beaucoup touchée déjà personnellement pendant quelques années, qui m'a permis un peu de la comprendre et de voir ce qui pouvait marcher, ce qui pouvait moins marcher. Et là, depuis plus de 5 ans que je travaille auprès de personnes qui ont des candidoses, de continuer vraiment à me former pour mettre au point donc des approches naturelles qui soient les plus efficaces possibles. Donc de base, j'étais ingénieure en nutrition, en sciences de l'aliment, avant de venir travailler donc, sur la micronutrition et la nutrithérapie. Au sommaire donc, de cette présentation, d'abord parler des candidoses en général, donc justement de quoi on parle, mythe ou réalité, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses contradictoires quand on parle de candidose. Dans un deuxième temps, on évoquera les signes évocateurs justement et les tests biologiques pour permettre d'identifier les candidoses. Pourquoi, essayer de comprendre le pourquoi derrière cette pathologie, parce qu'avant de se demander comment on peut traiter, c'est déjà de savoir pourquoi, parce que bien souvent c'est en agissant sur la cause plutôt que sur la conséquence qu'on arrive à avoir des bons résultats. Concrètement, l'accompagnement en cabinet, comment ça peut se passer et les erreurs à éviter. Donc la candidose, de quoi parle-t-on? Candidose, en fait, c'est ça. Donc ça se rapporte à candida, donc qui est une levure unicellulaire opportuniste qui va se retrouver majoritairement en grande quantité dans le gros intestin. Donc ça fait partie, on va dire, de notre flore quand même usuelle. Il en existerait plus de 150 espèces, mais on connaît sûrement, donc celle qui est la plus connue, c'est Candida albicans. On va aussi entendre parler de Candida tropicalis, glabrata ou cruzei, qui vont être, on va dire, les espèces les plus pathogènes. Et quand on parlera de candidose, en fait, c'est surtout le surdéveloppement de cette levure, donc souvent de la souche Candida albicans, et de son passage de l'état de levure isolée à une formation vraiment de mycélium qui vient un peu coloniser les muqueuses. Donc la candidose, c'est vraiment cette transition de levures isolées qui sont a priori non problématiques à vraiment un mycélium, voire une formation de biofilm. Il m'a dit. Oui, Jonathan, j'essaie de te couper un petit peu. Ah, il y a des personnes qui n'ont pas coupé leur micro, je crois. Donc une formation de biofilm qui est possible en collaboration, on va dire, avec d'autres bactéries. Donc ces biofilms qui peuvent se créer souvent dans l'intestin, regrouper plusieurs catégories de micro-organismes, donc aussi pouvoir se disperser. Alors la candidose, il peut y en avoir à différents niveaux. Donc au niveau buccal, cette présence-là d'un enduit assez épais, un peu comme de la moisissure qu'on peut retrouver sur la langue. Alors attention quand même avec l'enduit, il y a des personnes qui ont un enduit blanc très présent qui n'est pas de la candidose. C'est vraiment cet aspect un petit peu de moisissure en fait qu'on peut retrouver. Bien sûr, les mycoses au niveau des membres, au niveau des ongles des pieds par exemple, des mycoses vaginales et donc les candidoses aussi intestinales, qui ne se voient pas, mais qui sont bien souvent à l'origine des autres. Donc pourquoi s'en préoccuper?
Déjà, bien souvent, quand il y a une candidose qui est active, il y a beaucoup de symptômes chez le patient qui peuvent être très divers, on le verra un peu plus tard. Mais donc, qui dit symptômes dit problème sous-jacent. Donc, pour calmer et faire disparaître les symptômes bien visibles, c'est toujours utile d'agir à la base. Le problème aussi de cette candidose, quand elle commence à s'installer sous forme de mycélium, il y a la production de composés qui vont venir attaquer la membrane, enfin la paroi de l'intestin, et donc créer une perméabilité intestinale ou leaky gut, qui est lui-même la porte ouverte pour le développement d'hypersensibilité alimentaire ou le passage de LPS, lipopolysaccharides, qui sont pro-inflammatoires dans le corps. Donc, corriger cette perméabilité intestinale, ce n'est pas la peine de bombarder vos patients de glutamine s'il y a toujours une candidose qui est là et qui continue de maintenir un peu les portes ouvertes. Et ça peut aussi permettre d'éviter le développement d'autres pathologies auto-immunes. Donc, il y a notamment la maladie d'Hashimoto, la thyroïdite d'Hashimoto, qui semble être fortement liée à la présence de Candida albicans. Beaucoup de médecins nient le fait que, pour eux, la candidose intestinale, ça n'existe que chez les patients qui sont immunodéprimés. Alors, c'est vrai, mais pas que. Et de plus en plus d'études, donc notamment celle-là qui commence à dater, la date, c'est 2015, ça commence quand même à dater, mais qui met bien donc que la multiplication de champignons, de candidose dans l'intestin grêle des patients qui ne sont pas immunodéprimés peut occasionner des symptômes gastro-intestinaux. Les symptômes peuvent aller largement au-delà des symptômes intestinaux. Mais pour l'instant, déjà, le lien a été fait sur ça, ce qui est plutôt pas mal. Donc, si jamais vous avez des médecins qui commencent à dire non, ça n'existe pas, ou non, c'est que chez les patients immunodéprimés, sachez que des études montrent que c'est le cas chez d'autres personnes qui ont a priori aucun problème niveau immunité. Quels sont les signes pouvant laisser penser à la présence d'une candidose? Les symptômes, alors moi ce que je remarque régulièrement, ce sont les envies de sucre. Alors pas juste l'envie de sucre vers 4-5 heures ou le soir qui elle peut être plutôt associée à un manque de sérotonine, mais vraiment l'envie de sucre un peu tout le temps, ou quand on commence à taper dans la tablette de chocolat, on a du mal à s'arrêter, ça devient vite irrépressible. Et bien souvent, on a des gaz, des ballonnements, des diarrhées, ou en tout cas des symptômes digestifs après l'ingestion de produits sucrés, donc avec sucre ajouté, soit du chocolat, soit des pâtisseries ou autres, l'ingestion de gluten, l'ingestion aussi de pain qui contient à la fois gluten et levure, ou de la bière qui contient aussi de la levure. Donc, en général, moi j'ai beaucoup de personnes qui réagissent à ces aliments. Un transit perturbé, donc qui peut être soit diarrhée, soit constipation, soit alternance des deux. Ce n'est pas systématique, mais c'est fréquent. Bien souvent aussi fatigue chronique qui est là. La candidose a tendance à, d'une part par la perméabilité intestinale, mais aussi par sa simple présence, en fait, à vraiment créer ce syndrome de fatigue chronique. Des mycoses à d'autres parties du corps, donc on l'a vu tout à l'heure, que ce soit déjà les ongles des pieds, que ce soit dans la bouche, ou des mycoses vaginales à répétition, doivent vous faire penser à une source en amont, donc au niveau de l'intestin. Il peut aussi y avoir, dans les cas un peu plus corsés, du brouillard mental, de l'anxiété, voire de la dépression chez certaines personnes. Et après, on a des symptômes qui peuvent être vraiment un peu étranges, comme des démangeaisons au niveau du corps, sans avoir forcément de l'eczéma ou autre. J'ai pu voir aussi des douleurs au niveau des dents, sans qu'il y ait de caries ou autre, mais des douleurs comme ça assez fugaces qui vont aller et venir au niveau des dents. Et aussi des soucis au niveau du cuir chevelu. Des personnes qui vont avoir de la dermite séboréique. Souvent, il y a une candidose derrière aussi le psoriasis
on peut retrouver également ça. Donc, quand vous avez quelques-uns de ces symptômes, alors on a rarement tout ça. Chez certaines personnes, ça peut être très subtil et il peut y avoir qu'un seul type de symptômes. Mais dès lors qu'il y a des symptômes évocateurs, je vous invite à aller faire un test pour valider ou pas on va dire le diagnostic, histoire d'éviter quand même de traiter s'il n'y a rien derrière. Pardon, j'avais oublié dans les symptômes, effectivement, les plaintes gynécologiques, donc vulvite, vaginite, démangeaison, etc. Donc, pathologie auto-immune, on en a parlé, notamment la thyroïdite d'Hashimoto. Pour les dépistages, donc, alors je laisse de côté le dépistage à la salive. J'ai honnêtement jamais trouvé que ce soit vraiment net et significatif. Donc, moi, j'ai tendance à m'orienter plutôt vers des dosages biologiques. Donc, souvent, on peut avoir des dosages qui sont faits dans les selles. Ça ne sert à rien. Bien souvent, quand il y a une candidose, hein, vraiment, donc cette surdéveloppement de candidats, ça atteint beaucoup l'intestin grêle. Hein, c'est pour ça qu'on peut aussi parler de SIFO, donc Small Intestine Fungal Overgrowth. Et du coup, dans les selles, vous allez peut-être trouver 2-3 levures qui se baladent, mais vous pouvez très bien avoir du mycélium et donc une belle candidose et rien trouver dans les selles. Donc, c'est vraiment pas... Alors, si vous voyez beaucoup de candidats dans les selles, c'est sûr que c'est positif. En revanche, un résultat négatif n'exclut pas une candidose intestinale. Ensuite, vous pouvez avoir on va dire, en niveau de fiabilité et de sensibilité, le dosage des anticorps de type IgG, donc les immunoglobulines de type G dans le sang. Donc, test qui peut être fait notamment lors d'un test ImuPro, hein, ce dosage peut être réalisé. Alors, vraiment à faire dans des labos spécialisés. Si vous faites ça dans un labo de ville, ils vont vous trouver une candidose quand votre patient en est couvert de la tête aux pieds. Ces tests, pour avoir fait vraiment vu la différence entre les résultats ImuPro et les résultats faits dans un labo de ville, on n'a pas du tout la même sensibilité, pas du tout la même expertise. Par contre, méfiez-vous, quand il y a des anticorps, ça veut donc dire que ça fait intervenir le système immunitaire déjà. Donc, si la personne a un système immunitaire qui est un peu bas, très peu réactif, on peut ne pas voir d'anticorps qui apparaissent alors qu'il y a bien une candidose. Ça, c'est pour les risques de faux négatifs. D'autre part, c'est un test qui n'est pas à utiliser pour vérifier que votre traitement a été efficace, parce que les anticorps restent plusieurs mois dans le corps. Donc, si vous refaites un dosage après traitement en vous disant, bon, est-ce que ça a été efficace ou pas, vous allez sûrement voir encore des anticorps, mais ça ne va pas vous dire si c'est les anticorps qui sont présents parce que la candidose est encore active, ou si c'est des anticorps qui sont là parce que ils sont là depuis plusieurs mois. Donc ça, c'est vraiment un dosage, je dirais, de première intention. Voilà. Et si vous avez ce dosage-là qui est négatif, alors qu'il y a quand même beaucoup de symptômes qui orientent vers la positivité, pourquoi pas aller plus loin et faire un test plutôt au niveau urinaire. Donc ça s'appelle soit un MOU auprès du laboratoire Barbier, soit un test DMI auprès de l'IMSS. Et là, dans ce cas-là, on va aller doser au niveau urinaire des métabolites organiques qui viennent attester de la présence d'une candidose ou de moisissure active. Donc ça peut être intéressant aussi parce que des fois, il n'y a pas de candidose, par contre, il y a des moisissures et ça peut apporter des symptômes assez similaires. Voilà pour les 3 tests. Donc effectivement, en termes de prix, celui-là, c'est effectivement celui-là va être plus coûteux, donc il est autour d'une quarantaine d'euros pour un mou fongique notamment. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les anticorps donc, restent plusieurs mois dans le sang, donc attention, ce n'est pas adapté pour vérifier l'efficacité d'un traitement. Comme je vous l'ai dit aussi, tous les labos ne se valent pas. Et n'hésitez pas à vérifier, mais ça c'est valable aussi pour les tests d'hypersensibilité,
qu'il n'y a pas d'hypogamma-globulinémie, donc un effondrement de l'immunité chez votre patient. Sinon, forcément, il n'y a rien qui répond derrière. Donc, voilà un petit exemple de ce qui peut être obtenu par un mou auprès des laboratoires Barbier. Donc, je ne vais pas venir dans le détail, mais globalement, les marqueurs de candidose, c'est surtout le D-arabinitol, l'acide tartarique, citramalate éventuellement, mais c'est surtout ces deux-là. Chez LIMS, ils vont vous faire plutôt un ratio arabinose sur D-arabinitol ou l'inverse. Pour moi, en tout cas, ce que j'ai pu apprendre, c'est que le D-arabinitol, on va le trouver plutôt dans une candidose, on va dire, aiguë, et le tartarate plutôt dans le chronique. Les autres marqueurs ici seront plutôt des marqueurs en lien avec des présences de moisissures. Donc le dosage urinaire, l'avantage, c'est la fiabilité. Alors, si le prélèvement est bien fait, bien entendu, permet de vérifier l'efficacité d'une prise en charge. En revanche, il est un peu plus coûteux. Donc, je vous ai dit, c'est à peu près quoique c'est 40 €, je crois, chez LIMS pour le petit test, et ça peut être 65 pour le mou chez Barbier, qui sera un peu plus complet. Attention aussi, il y a des aliments qui sont à éviter juste avant le test pour ne pas fausser les résultats. Mais ça, demandez directement au laboratoire. En principe, ils fournissent un petit document qui permet de savoir ce qu'il faut éviter les quelques jours d'avant. Et ici, une dernière chose, pour faire ce dosage, il faut faire vraiment attention à ce que la personne n'ait pas un régime d'éviction trop strict avant. Parce que si ça fait des mois qu'elle a arrêté tout sucre, tout féculent, qu'elle ne mange pas de fruits, vous aurez sûrement un mou qui va paraître négatif. C'est plutôt que la candidose s'est mise en sommeil et qu'elle peut quand même être là. Mais le fait d'avoir enlevé tous ces sucres, ça peut fausser le résultat. Donc, je ne dis pas de gaver la personne de sucre la semaine d'avant, mais déjà de faire attention qu'elle consomme quand même à minima des fruits et des féculents. Alors, le pourquoi une candidose se développe-t-elle ? Les idées fausses, donc non, ça ne concerne pas que les personnes immunodéprimées. On en a parlé au début. Il peut toucher tout le monde, donc être présent, je dirais, chez les tout-petits, même avant 1 an, chez les femmes enceintes, chez les seniors, chez les ados. Bref, tout le monde peut être concerné par une candidose. Les causes directes. Donc, il peut y avoir une candidose qui se déclenche suite à quelque chose, bien souvent une prise d'antibiotiques soit prolongée, soit répétée, ou à large spectre, où en gros, en fait, ça se comprend aisément, c'est-à-dire que quand vous prenez des antibiotiques, ça enlève une bonne partie des bactéries de votre intestin, ça laisse donc de la place disponible, la nature n'aimant pas le vide, ça peut occasionner donc le surdéveloppement soit de bactéries un peu plus pathogènes, soit de candidose qui profitent de l'espace. Une alimentation trop riche en sucre et ou glucides, donc notamment attention aux sportifs qui vont avoir une alimentation riche en féculents, en boissons de l'effort et compagnie, les ados avec leur soda, les enfants aussi qui ont tendance à consommer des quantités de sucre assez astronomiques. Une immunité quand même un peu abaissée, alors pas forcément en étant immunodéprimé, mais déjà suite, je dis n'importe quoi, mais à un Covid, à une grippe, à une mononucléose ou autre. Les personnes aussi, beaucoup que je vois, c'est après des burn-out. Vous avez donc tout le système, tout qui s'effondre, cortisol dans les chaussettes, l'immunité qui s'effondre aussi, et donc on peut voir apparaître candidose à ce moment-là. Moi, en tout cas, chez moi, je sais que j'avais des poussées de candidose à chaque fois que j'avais des périodes vraiment de grosse fatigue au niveau du travail, de gros stress aussi. Donc la candidose avait tendance à revenir en flèche à ces moments-là. Dans le cas également de dysbiose, donc déséquilibre de flore au niveau du côlon ou au niveau du grêle, dans les cas de SIBO pour les personnes qui connaissent, ou un microbiote qui a été appauvri,
Voilà. Toujours pareil, souvent suite à la prise d'antibiotiques répétée. Et il y a aussi le terrain. C'est toujours pareil, comme je dis souvent, la candida, c'est pas un parasite qu'on a dans le ventre, c'est vraiment une levure que tout le monde a, mais qui à un certain moment va se multiplier, va se surdévelopper. Donc il y a vraiment une grosse influence du terrain. Et si vous vous contentez de traiter, je dirais, le symptôme, de traiter avec des antibactériens, des antifongiques, et sans vous occuper du fond du problème, ça ne servira pas à grand-chose. Donc la première cause, il y a le stress chronique, on en a parlé. Déséquilibre acido-basique, la candidose, elle adore les terrains qui sont un peu trop acidifiés, soit par excès de consommation, on l'a dit, de glucides ou de produits, de protéines. Donc encore une fois, on revient encore aux sportifs, soit par manque de consommation de légumes et de fruits. Donc je rappelle qu'il faudrait à peu près consommer 600 à 700 grammes de légumes non farineux par jour pour avoir vraiment un bon équilibre acido-basique. Bien souvent aussi, et une cause qu'on a tendance à oublier, ce que j'appelle une digestion haute qui est insuffisante. Donc la digestion haute, c'est déjà, la mastication, mais aussi tout ce qui se passe au niveau estomac, foie, pancréas. Donc beaucoup de personnes qui ont des problèmes de moisissure et de candidose ont un manque d'acidité de l'estomac ou hypochloridrie, et du coup, ça peut s'accompagner aussi de manque d'efficacité de la digestion, vu que les enzymes du pancréas fonctionnent vraiment à un pH donné. Donc la prise de certains médicaments, notamment les IPP, ou inhibiteurs de pompe à protons en cas de reflux. Il faut quand même savoir qu'il y a à peu près 50%, voire plus, des reflux qui ne sont pas liés à un excès d'acide dans l'estomac, mais au contraire à un manque. Pas de bol, souvent on traite en fonction du symptôme, donc on donne des IPP ou des antiacides qui ont tendance à augmenter le problème. Et même dans le cas où on a vraiment un reflux par excès d'acidité dans l'estomac ou une gastrite, le souci c'est que ces IPP, ces antiacides, au lieu d'être pris juste sur le court terme comme c'est recommandé, on se retrouve avec des gens qui en prennent pendant des années. Et donc derrière, à cause de ce manque d'acidité causé par ces médicaments, on a vraiment toute une pullulation de bactéries, de moisissures, de levures qui va se faire au niveau intestinal. Donc faites attention quand vous avez des patients qui prennent ce type de médicaments. Et aussi donc le manque de mucus. Donc ça c'est au niveau génétique, on a des génotypes différents, des personnes qui vont avoir, des phénotypes, pardon, des personnes qui vont avoir le gène FUT2 qui n'est pas opérationnel et donc qui ne vont pas sécréter de mucus au niveau de l'intestin, donc soit non sécréteur, soit un mucus de mauvaise qualité. Et on s'aperçoit que les personnes qui ont ces soucis au niveau du FUT2, du gène FUT2, sont plus susceptibles d'avoir des déséquilibres de flore et des candidoses que les personnes qui ont un mucus de bonne qualité. Donc ça, ce test, alors je ne sais pas si Barbier le fait encore, parce que je sais que maintenant les tests génétiques en France, c'est compliqué. En tout cas, l'IMS le fait, ça doit être entre 35 et 45 €, je crois. Et donc c'est un test au niveau de la salive qui peut être fait. Voilà, pour voir si la personne, elle a un gène qui est normal ou sur lequel il y a une mutation. Donc je vous ai parlé de l'impact du stress chronique sur l'écosystème intestinal. En fait, l'impact va se faire à différents niveaux. Donc le stress a tendance à créer une acidification du terrain, donc un terrain qui est plus acide, donc qui peut être favorable aux candidoses. Des études qui ont été faites sur les souris montrent bien, outre la candidose, que des souris qui sont mises en état de stress vont avoir un microbiote bien différent de souris qui, elles, sont plutôt, on va dire, zen, ou en tout cas ne sont pas stressées, et que quand on injecte
ce microbiote-là des souris stressées à des souris dans lesquelles on a enlevé toute la flore. Quand on injecte, donc quand on fait cette transplantation fécale de souris stressées à des souris a priori normales mais sans microbiote, on s'aperçoit que ces souris vont avoir des comportements justement similaires à du stress. Donc il y a vraiment ce stress qui déséquilibre le microbiote, et ce déséquilibre de microbiote lui-même engrange du stress. Bien souvent, on a aussi une altération du transit à cause du stress. Donc, chez certaines personnes, ça peut être plutôt diarrhée. Chez d'autres, ça peut être de la constipation en lien avec un tonus vagal, un nerf vague qui va être sous-activé. Donc, ça, c'est typique des personnes qui sont vraiment en stress chronique et leur corps se met en hypervigilance. Et du coup, le nerf vague fonctionne de moins, enfin, en tout cas, est mis au repos. Et ce nerf vague, il vient activer toute la digestion, donc la digestion haute, ça active la production de bile, l'acidité de l'estomac, la sécrétion de sucre pancréatique, ça active aussi le transit. Donc quand on a des personnes qui sont dans ce stress chronique, on a donc un tonus vagal faible et une mauvaise digestion qui peut venir favoriser les déséquilibres de flore. Bien souvent, on le voit, enfin, je suppose que vous l'avez expérimenté vous-même, quand on est stressé, on a tendance à aller vite se jeter sur la tablette de chocolat ou d'autres petites sucreries qui peuvent traîner par là. Donc, compulsions sucrées, bien entendu, peuvent favoriser la candidose. Une baisse de l'immunité locale à terme à cause de ces sécrétions de cortisol qui augmentent et qui deviennent aussi chroniques. Le stress augmente l'inflammation de la paroi intestinale, donc crée une perméabilité intestinale, une inflammation et un déséquilibre de flore qui en découle. Bref, tout ça vient favoriser la candidose par différents biais. Donc vraiment, s'il y avait des choses à retenir ici, c'est que la candidose, donc ce n'est pas un alien, c'est pas un parasite, c'est pas un ennemi à abattre à tout prix, c'est vraiment un déséquilibre de la flore qui survient suite à un ensemble d'autres déséquilibres sous-jacents et notamment un déséquilibre du terrain. Il peut être présent chez le bébé. Donc ne pas hésiter. Alors bien entendu, la prise en charge ne sera pas la même entre un nourrisson et un adulte, mais oui, la candidose peut déjà être présente chez les tout jeunes enfants après quelques mois. Comment la prendre en charge concrètement? Alors, déjà, je dirais tester, commencer avant tout traitement, même si on soupçonne, etc. J'ai vraiment eu des surprises. Donc, avant tout traitement, ce serait quand même dommage parce que ça a beau être des traitements naturels, c'est rarement, voire jamais, des traitements qui ne vont cibler que la candidose. En général, on va dire qu'il y a des dommages collatéraux. Et donc, en traitant une candidose, on a tendance aussi à affaiblir la bonne flore. Donc, pour éviter de traiter pour rien, vraiment, n'hésitez pas à tester dès lors que vous voyez qu'il y a des symptômes évocateurs. Et s'il y a vraiment 0 symptôme évocateur et que le test est positif, j'aurais tendance à dire, on ne va pas réveiller l'ours qui dort. On laisse. On se contente de maintenir une bonne immunité, de maintenir une bonne flore, mais on n'attaque pas s'il y a vraiment 0 symptôme à côté, pas de fatigue, pas d'envie de sucre, pas de troubles digestifs autres. Pour moi, en tout cas, ce que je pense, c'est qu'on ne traite pas s'il n'y a pas de symptômes. Donc c'est vraiment d'avoir ces deux, les résultats de test, et 2, les symptômes pour choisir ou pas de traiter. Deuxième phase, identifier donc les causes ou les déséquilibres sous-jacents pour vraiment les prendre en charge. Donc l'alimentation, le stress, etc. Donc pour ça, bien sûr, une anamnèse est utile, donc le journal alimentaire, comprendre aussi l'hygiène de vie de la personne,
et à compléter avec des tests qui peuvent vous sembler les plus pertinents, notamment si vous suspectez un manque de digestion, enfin une insuffisance de digestion haute. N'hésitez pas à demander un fécalogramme et une élastase fécale. Donc, ne faites pas ça dans les labos de ville, ça ne servira à rien, vous allez perdre votre temps et l'argent du patient. Par contre, plutôt, oups, j'ai fait une faute d'orthographe, chez Barbier. Alors, c'est pas que j'ai des actions chez Barbier, je vous rassure, mais je me suis vraiment aperçue de la différence. J'avais une dame qui avait avec son fils, où il y avait vraiment beaucoup de symptômes digestifs et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle a fait 3 labos différents, une fois en hôpital, 2 fois dans des labos de ville. À la fin, je lui dis non, mais faites-le chez Barbier. Et chez Barbier, on a vraiment enfin vu le manque de digestion. Donc, c'était sur certains sucres, notamment au problème au niveau du pancréas, qui n'était absolument pas apparu chez les autres. Donc, c'est bête, hein, c'était vraiment des analyses pourtant assez basiques, mais c'est aussi assez mal fait. Donc, n'hésitez pas à le faire. En plus, c'est entièrement pris en charge si le médecin le prescrit. Donc, ce serait dommage de s'en priver. Dosage de vitamines B9, B12, zinc, vitamine D, vitamine A aussi pour l'immunité. Alors, la vitamine A, c'est pas pour l'immunité, ça va être plutôt pour la thyroïde. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à aller vérifier au niveau de thyroïde. Alors, pas que la TSH, hein, c'est pas le sujet ici, mais thyroïde, si on veut vraiment voir que la thyroïde, qu'il y ait une fonction thyroïdienne efficace, TSH certes, mais surtout T3 et T4 libres à minima. Pour ces deux-là, le médecin en général refuse de les prescrire, vous vous embêtez pas, le patient peut demander ça directement au laboratoire, voir si en cas de stress, aller vérifier aussi au niveau des surrénales. Pourquoi thyroïde surrénale? Tout simplement que si la thyroïde est plutôt en hypo, du coup on a une digestion haute qui est peu efficace, on a un transit qui peut se ralentir, donc ce sont des causes de fermentation et du coup une candidose peut se développer suite à ça. Et idem, hein, les surrénales, si elles sont complètement effondrées, de toute façon elles vont freiner la thyroïde, donc on ne peut pas relancer une thyroïde si les surrénales sont KO. Donc, vérifier les surrénales peut aussi avoir de l'intérêt. Troisièmement, donc, on corrige le terrain, on renforce l'immunité et l'énergie vitale si besoin. Donc ça aussi, j'ai pu me rendre compte que si on essaye de traiter, de travailler sur une personne qui est complètement KO, qui n'a plus d'énergie du tout, qui est vraiment en fatigue, plus, ça ne sert à rien, vous allez l'achever. Parce que, en fait, on va juste agir de l'extérieur, mais la candidose, quand on l'attaque, a tendance à produire des toxines ou autres qui fatiguent encore plus l'organisme. Et du coup, si le corps n'a vraiment aucune ressource, vous n'arriverez vraiment à rien. Donc, n'hésitez pas à soutenir vraiment cette énergie vitale chez votre client ou patient, donc à travailler sur les surrénales, à travailler sur l'hygiène de vie, le sommeil, etc., pour arriver à le rebooster un petit peu de manière à pouvoir traiter à ce moment-là. Mais sinon, vous allez le fatiguer encore plus et bien souvent, il va devoir arrêter le protocole en plein milieu parce que soit les symptômes seront trop importants, soit il ne va pas le supporter, mais en tout cas, il y a des choses qui vont se passer. Et pareil, moi en général, je recommande vraiment de travailler sur ce terrain, notamment sur sur le déséquilibre acido-basique, avant même de commencer à traiter. Vous allez voir, ça va vraiment aider, faire en sorte en tout cas que le traitement soit mieux supporté. Il y a beaucoup moins de phénomènes de die-off si on s'occupe de ça, de l'immunité, du terrain et de la vitalité, avant de commencer à aborder le traitement à proprement parler. Donc pour corriger le terrain, bien sûr l'alimentation, ça je ne vais pas forcément y revenir ici, je pense que ça doit être compris par beaucoup de gens. Donc comme on a dit, les légumes, 600-700 grammes par jour, équilibrer, faire plutôt des repas, favoriser les repas végétariens le soir, si tant est que l'intestin de la personne ne soit pas trop enflammé.
Mais voilà, vraiment travailler sur cet équilibre acido-basique. Si ce n'est pas suffisant ou si on veut aller un peu plus vite, on peut aussi travailler avec des compléments alimentaires. Donc, il y en a plusieurs hein, pour travailler sur le déséquilibre acido-basique. J'aime assez celui-ci, XCA base chez Nutrixeal, qui va contenir plutôt des citrates de calcium, de magnésium et de potassium. Donc, il y a quand même des minéraux qui seront aussi peut-être mieux tolérés et supportés que le carbonate de calcium ou le lithothame, auquel on pense souvent et qui bien souvent, le lithothame, il agit surtout sur l'acidité de l'estomac, il va tamponner l'estomac plus que agir vraiment sur le déséquilibre acido-basique profond. Soutien de digestion, donc teinture mère de gentiane, moi souvent j'utilise en première intention pour venir relancer l'acidité de l'estomac si on manque d'acidité. Si pas suffisant, on peut travailler avec de la bétaïne HCl, pas le citrate de bétaïne, vraiment bétaïne HCl, parce que c'est l'acide chlorhydrique qui nous intéresse ici, ou des enzymes. Alors faites attention, dans les enzymes, il y a différentes qualités d'enzymes. Certaines vont travailler comme nos propres enzymes à un pH bien défini. L'avantage des enzymes mycéliennes, c'est qu'elles vont travailler sur une gamme de pH beaucoup plus large. Et donc, si le patient a un manque d'acidité ou un excès d'acidité de l'estomac, bien souvent, les enzymes, on va dire classiques, vont avoir les mêmes soucis que nos propres enzymes, c'est-à-dire qu'elles vont mal fonctionner à cause de ce pH qui n'est pas le bon, alors qu'en travaillant sur des enzymes mycéliennes, vous allez avoir de meilleurs résultats. Pour la fatigue, l'ashwagandha qui peut être très bien, le ginseng, des mélanges de plantes en soutien pour les surrénales. Donc vous avez Cortirégule chez Bionutri. J'ai un doute si c'est Bionutrix, je pense que ça doit être Copmed, autant pour moi. Cytosimade d'Energetica Natura qui est là, on est plus sur de l'organothérapie. Cortinate chez TerraScience, enfin il y en a pas mal. En tout cas, pour vraiment une fatigue surrénalienne, n'hésitez pas. Et pour l'immunité, donc du zinc. Alors, attention à la forme de zinc, hein, soit zinc bisglycinate ou chélaté seront quand même les mieux tolérés. Les autres ont tendance à donner plutôt des envies de vomir. C'est plutôt désagréable et en plus, c'est moins bien absorbé. Vitamine C, vitamine D, des champignons. On peut aller travailler aussi avec le reishi qui peut aider à la fois sur l'immunité et au niveau plante adaptogène. Donc, peut avoir double emploi. Par contre, pas toujours bien toléré. Après, je pense que ça dépend aussi beaucoup de la qualité des champignons que vous donnez. Et donc, sans oublier la gestion du stress, le sommeil et l'hygiène de vie en général. Donc, c'est vraiment une prise en charge globale de la personne et l'aider à aller travailler sur son stress. Pour moi, c'est indispensable. Et pour ça, je dirais, il y a presque autant de méthodes que de personnes. Donc, ça, pour certains, ça sera la sophrologie, pour d'autres, la méditation, la cohérence cardiaque, le yoga, etc. Bref, il y a vraiment plein de choses. Mais c'est le moment, en fait, je dirais, la candidose nous invite, enfin, ou en tout cas invite la personne à vraiment travailler sur soi, quoi. Donc, si j'en parle, décidément, excusez-moi, j'ai un petit peu des trous de mémoire, donc corriger l'alimentation. Alors, si on a parlé de l'alimentation, bien sûr, pour travailler sur ce terrain acido-basique, mais il y a aussi l'alimentation anti-candida. Et c'est là où on lit plein de choses et où on voit beaucoup d'excès qui sont finalement néfastes pour la personne. Donc, une alimentation anti-candida, en tout cas moi, ce que j'ai pu observer qui fonctionne le mieux, donc c'est l'alimentation alcalinisante, on en a parlé, sans enlever les fruits, garder les fruits. Oui, il y a du sucre, mais de toute façon, la candidose, même si elle a 0 sucre à manger, elle va soit se mettre en sommeil et donc se mettre dans des biofilms et ressortir dès qu'on va remettre des sucres. Donc finalement, le fait de tout couper en termes de sucre, c'est contre-productif parce que, ça stresse le patient.
ça lui crée de la frustration plus, et donc du stress plus. 2, ça a tendance soit souvent à créer des biofilms, donc la candidose qui se met en sommeil pour se réveiller plus tard. Donc ça sert à rien, et en plus il y a des études qui montrent que la candidose en absence de glucides finalement va pouvoir se nourrir de protéines, enfin d'acides aminés. Donc l'idée c'est plutôt d'éviter, on va dire, d'apporter de l'engrais, donc de la surnourrir, mais par contre vous n'arriverez pas à enlever une candidose juste avec l'alimentation. En tout cas moi j'ai pas vu de cas où ça marche. Donc je recommande vraiment de garder 1 à 2 fruits, plutôt des fruits pas trop riches en sucre, donc on évitera les bananes trop mûres, notamment une banane verte ou enfin peu mûres peuvent encore passer, ça va dépendre des gens. De toute façon, si ça passe pas, il y a des ballonnements ou des gaz, donc dans ce cas, lui demander de l'éviter. On évite aussi le raisin, les cerises, enfin voilà, les fruits qui sont vraiment très riches en sucre. Mais par contre, les autres, les bananes, les pommes, les poires, les fruits rouges, les myrtilles, etc., tout ça, ça peut rester soit frais, soit en compote. Bien entendu, on évite les jus. Par contre, à éviter strictement les sources de gluten, tout ce qui est sucre ajouté, y compris miel, sucre de coco, sirop d'érable, etc. Le lactose autant que possible. On peut garder les féculents, par contre, les favoriser à index glycémique, il y a une faute. Oui, on évite les glucides à IG haut, donc plutôt on va rester sur des céréales sans gluten complètes ou semi-complètes, donc le riz semi-complet ou complet, le quinoa, le millet, le sarrasin peuvent très bien convenir. On évitera l'alcool, ça c'est le numéro 1. Les aliments avec moisissure ou levure, alors bien entendu les fromages de type bleu, le vinaigre, la moutarde, parce que bien souvent il y a du vinaigre dedans, vinaigre et éventuellement vinaigre de cidre, mais il faut que la personne s'arrête avant d'atteindre la mer de vinaigre qui en général se développe au fond de la bouteille. Il faut vraiment rester sur du vinaigre très clair. Et par contre, on évite le vinaigre de vin absolument. Voilà pour les aliments qui sont vraiment à éviter. Et tout ce qui contient donc de la levure de boulanger ou de bière. Alors là, je sais que c'est contradictoire. Moi, en tout cas, ce que j'ai pu tester sur moi, et pourtant je n'ai pas d'hypersensibilité aux levures, mais c'est que dès que je prenais des produits avec des levures, donc du pain, même sans gluten, mais avec levure de boulanger, ça fermentait systématiquement. En revanche, le levain, donc les pains sans gluten ou levain, peuvent passer. Méfiez-vous quand même, parce que bien souvent, dans leur levain, ils rajoutent des levures. Donc, si la personne veut le faire elle-même avec son propre levain, c'est OK. Sinon, il vaut mieux lui recommander de faire ses pains avec du bicarbonate de soude ou avec de la levure chimique, qui bien souvent, c'est le bicarbonate de soude plus un autre composé, mais pas de levure vivante. Donc, pareil, le kombucha, à éviter. De toute façon, en général, la personne s'en aperçoit, elle dit je ne sais pas si c'est dans ma tête, mais quand je bois du kombucha, je trouve que j'ai beaucoup plus de ballonnement. Bon, bah non, c'est pas dans votre tête, c'est bien dans le ventre. Et du coup, si vous le sentez, c'est que c'est pas bon pour vous. En revanche, vous pouvez favoriser les légumes lacto-fermentés et les yaourts, alors plutôt végétaux pour éviter le lactose, et nature pour éviter l'ajout de confitures dedans qu'on retrouve dans le commerce. Parce que bien souvent, on se dit « Ah ben non, il y a une candidose, il y a un excès d'acide », on enlève les aliments qui rajoutent de l'acide. Alors c'est de l'acide lactique, déjà c'est pas la même chose, et en fait tous ces aliments lacto-fermentés vont venir ajouter des bactéries, souvent des types probiotiques. Et du coup, ces bactéries probiotiques ont deux rôles. Le premier, c'est qu'elles peuvent venir reprendre un petit peu de la place par rapport aux levures. Et de l'autre côté, ça vient aussi stimuler un petit peu le système immunitaire. Donc au contraire, c'est plutôt bénéfique. Niveau plantes, plantes, l'ail, l'origan, le curcuma dans la cuisine déjà, un peu d'huile de coco, mais évitez que la personne ne cuisine que avec l'huile de coco. Toujours pareil, on essaie de garder un équilibre au niveau des matières grasses
pour ne pas avoir un terrain inflammatoire qui se crée. Le traitement maintenant, donc moi c'est vraiment l'approche naturelle bien entendu que je mets en avant. Il y a de nombreux composés avec des propriétés antifongiques, donc l'extrait de pépins de pamplemousse, la berbérine, l'acide caprylique, l'huile essentielle d'origan, de clou de girofle, etc. Le lapacho, l'extrait de feuilles d'olivier. Donc si vous regardez un peu, vous en trouvez plein. J'ai tendance à ne pas trop travailler avec les huiles essentielles. Déjà parce que bien souvent les personnes arrivent avec un foie qui est un peu HS. Si vous traitez en plus avec de l'huile essentielle, vous risquez de l'achever. Et surtout éviter les huiles essentielles qui sont dans les petites capsules molles là, avec huile, parce que ça se libère bien souvent dans l'estomac, donc ça vient brûler l'estomac ou les muqueuses de l'intestin, ça ne va pas suffisamment loin, ou en tout cas c'est très agressif. Donc la seule que je vais vraiment utiliser, c'est l'huile essentielle d'origan, et plutôt de la marque ADP Biotique qui propose une huile essentielle qui va être micro-encapsulée et donc qui va se libérer progressivement dans l'intestin. Et en tout cas, même pour les personnes avec un intestin très enflammé, c'est vraiment le seul qui va fonctionner. Là encore, mes recommandations, moi je recommande un traitement de 2 à 3 mois, plus c'est pas la peine, ou sauf si vraiment on s'est aperçu que ça ne fonctionne pas. Faut savoir quand même qu'avec un même la candidose a tendance à développer des résistances et donc au-delà de 3 semaines, le produit finalement n'agit plus. Donc ça ne sert à rien de traiter pendant 2 mois avec un même actif, ça n'aura plus d'effet. Donc moi je recommande vraiment de faire des traitements moi ce que je fais en tout cas c'est 3 traitements de 3 semaines avec 3 plantes différentes bien dosées. Éventuellement, je peux terminer par un mélange tout prêt qu'on va retrouver, Candida pur ou autre. Mais ces mélanges, je ne les prends pas sur tout le processus, sauf pour une candidose très légère. Mais sinon, voilà, je trouve que, en tout cas, c'est mon approche. Ça ne veut pas dire que c'est la seule, bien entendu. Hein. Je dirais que dans ce domaine-là, il n'y a pas une solution, mais il y en a plusieurs à adapter en fonction des personnes et puis de votre sensibilité aussi. Moi, c'est ce qui marche et les actifs, je vais les adapter en fonction des personnes. Bien souvent, je commence par du léger, donc soit acide caprylique, soit extrait de pépins de pamplemousse, pour aller sur des choses un peu plus corsées, donc soit berbérine, soit ADP, et terminer sur quelque chose, peut-être un mélange de plusieurs plantes. Si la personne a déjà eu plusieurs traitements antibiotiques ou plusieurs traitements anticandidose, peut-être ajouter un antibiofilm, donc le NAC, des enzymes type papaïne, le curcuma, l'huile de nigel, éventuellement certains probiotiques qui pourraient avoir un effet. Donc bien penser au soutien du foie en parallèle, s'il vous plaît, protégez le foie, donc soit le desmodium, soit le romarin, pour vraiment protéger le foie. Et éventuellement en parallèle, moi j'ai tendance à le mettre après, soit de la glutamine, soit du collagène hydrolysé. Je trouve que le collagène est mieux toléré bien souvent que la glutamine, voilà, pour travailler sur la perméabilité intestinale. Et ensuite, pour prévenir les rechutes, donc une fois qu'on a traité, on vient renforcer le microbiote. Donc bien sûr, on peut prendre des probiotiques. Moi, je préfère travailler avec des prébiotiques, comme ça, c'est une action qui est quand même plus globale au niveau de la flore. Donc vous en avez plusieurs qui peuvent exister. Le dernier, fucosyl lactose, donc ça c'est le nom de la molécule, après vous le trouvez sous le nom de marque Prebiolife ou Fucodine, selon les marques. Là, ça va vraiment venir cibler les personnes qui ont un manque de mucus. Je travaille plutôt aussi avec des postbiotiques, donc LAB, soit la LAB base, soit LAB Symbiodor de Parinate. L'avantage, c'est qu'on est sur des bactéries qui ont été thermostabilisées, donc tuées. Donc en fait, elles ne viennent pas se développer, mais par contre, elles vont venir plutôt stimuler l'immunité et en même temps stimuler un petit peu la flore déjà existante. L'avantage principal, c'est qu'il n'y a pas de risque de translocation des probiotiques dans le corps. Garder bien sûr une alimentation équilibrée, donc l'idée c'est de vraiment
pendant la période de traitement, la personne aura en général supprimé tous les sucres. L'idée, c'est qu'elle s'habitue à manger moins sucré pour ne pas revenir dans ses anciens travers en se disant « ça y est, c'est fini, c'est bon, je vais pouvoir reprendre mes petits gâteaux le matin ». Non, voilà, qu'elle puisse garder peut-être des collations sucrées à 16h, 17h si ça lui fait plaisir, avec des sucres de qualité, mais pas revenir complètement. Donc voilà, trouver ce juste milieu pour ne pas avoir trop de frustration qui génère en général des craquages, mais pas non plus revenir dans ses anciens travers. Et bien sûr, donc gérer l'émotionnel, ça c'est un travail de longue haleine. Donc conclusion et éléments de réflexion, donc la candidose, pas un remède miracle ni un traitement unique, mais vraiment plusieurs approches selon les cas. Une prise en charge que vraiment je recommande qu'il se fasse de manière la plus globale possible, pas juste je traite et puis je donne mon probiotique derrière et puis merci, au revoir. On évite de s'acharner sur une personne qui est épuisée. Pour moi, vraiment éviter d'être trop restrictif ni trop agressif. On doit travailler en collaboration avec le corps et avec la personne, mais pas contre lui. Et si ce que vous faites ne fonctionne pas, cherchez, soit on travaille avec d'autres plantes, parce que des fois les personnes sont plus ou moins sensibles à certaines plantes, soit il faut vraiment aller chercher un dysfonctionnement en amont. Et vraiment, dans les cas où c'est compliqué, moi j'envoie aussi vers des thérapeutes type kinésiologues qui peuvent travailler, ou énergéticiens qui peuvent travailler, on va dire, à d'autres niveaux peut-être un peu plus subtils. Là, ça vous parlera ou pas, mais je m'aperçois que voilà, des méthodes type NAET ou méthode JMV qui visent à reprogrammer, entre guillemets, enfin en tout cas, ça peut éviter d'avoir des rechutes constantes. Voilà, en tout cas, ça peut être une piste. Merci pour votre attention. Donc, je suis peut-être un petit peu en retard. Il reste encore quelques minutes pour des questions. Donc, voilà. Si vous en avez, n'hésitez pas. Oui. Merci Sabrina. C'était parfait et tu n'es pas du tout en retard. Pas de problème. Alors, il y a eu juste quelques petites questions. Alors, l'excès d'acidité intestinale est-il en cause? Et dans quel milieu se développe donc le candida? Alors, l'excès d'acidité intestinale, on va dire, j'ai plus des candidats par un manque d'acidité intestinale que par excès d'acidité, tout simplement parce qu'au moins l'acide va tuer déjà les moisissures, des levures et autres au niveau de l'estomac. Après, oui, ça peut quand même jouer parce que quand il y a un excès d'acidité, finalement, la digestion, enfin les enzymes peuvent moins bien fonctionner. Et bien souvent, quand il y a un excès d'acidité au niveau de l'estomac, la personne prend des antiacides ou autres qui peuvent gêner la digestion. Donc oui, ça peut jouer. Donc dans ce cas-là, vraiment travailler, je dirais, de manière naturelle pour corriger cet excès d'acidité, pas seulement agir sur le symptôme, mais vraiment agir sur la cause. Et bien souvent, c'est soit alimentaire, un gluten, produits laitiers, soit le stress, encore une fois, qui revient. Ok. Pourquoi alors les IPP favorisent-ils les candidoses? Les IPP, justement, si les IPP sont pris juste sur 3 semaines, un mois, pour moi, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est les gens qui sont sous IPP, alors qui a déjà un manque d'acidité, donc finalement, ça ne sert à rien, ça enlève juste le symptôme, donc il y a du reflux qui reste là, mais il ne brûle plus. Mais il y a toujours ce manque d'acidité, soit des IPP qui sont pris sur le long terme et qui gênent vraiment la digestion, en fait. En fait, il y a vraiment ce double problème. On peut autant avoir un excès d'acide qu'un manque. Et les enzymes fonctionnent sur une gamme de pH. Donc les enzymes pancréatiques notamment fonctionnent sur une gamme de pH assez réduite. Et donc dès lors qu'on s'éloigne de cette gamme de pH, soit à l'excès, soit en manque, eh bien le travail des enzymes va être diminué. Et donc on peut commencer à avoir des fermentations qui se créent. Et qui dit fermentation dit dysbiose et donc candidose.
Merci. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais... C'est clair. On a une question de la part de Camille Liners. Alors, si je vais vous ouvrir, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui. Voilà, merci Sabrina pour cette belle présentation. Je voulais juste faire une petite remarque sur le test IMUPRO et le test des candidats sur IMUPRO. Donc, ce n'est pas un test de dépistage. Donc, donc ça ne sert à rien de faire un test IMUPRO pour essayer de faire un dépistage de candidat. Donc, le résultat du test IMUPRO pour le candidat va vous donner l'information que vous avez, soit aviez eu ou avez un candidat invasif. C'est-à-dire, parce qu'il y a deux types de candidats. Donc, il y a le candidat albicans cocoïde et filamenteux. C'est le filamenteux qui peut traverser la barrière intestinale et générer une réaction immunitaire au niveau du sang. Donc, c'est ça ce qu'on va détecter dans IMUPRO. Ce n'est pas la colonisation per se. Vous pouvez avoir une colonisation du candidat avec des symptômes sans que IMUPRO soit positif. Donc, c'est important de savoir. Donc, ce n'est pas un test. En plus, c'est des anticorps qui sont persistants. Donc, ça peut arriver, par exemple, surtout chez des femmes qui ont des vaginoses récurrentes. Donc, dans ce cas-là, souvent, on trouve du candidat positif. Donc, la marche à suivre que moi, je préconise toujours, si vous avez un candidat IgG positif dans IMUPRO, faites un examen clinique. Donc, pour voir s'il y a encore des manifestations visibles, faites un frottis vaginal et faites, par exemple, le test urinaire que Sabrina avait recommandé pour voir s'il y avait effectivement, il y a encore une candidose active. Et dans ce cas-là, prenez les actions nécessaires. Merci. Merci. Merci, Camille. Ensuite, on a d'autres questions. Alors, vous nous conseillez souvent des plantes, romarin par exemple. Sous quelle forme vous les conseillez-vous? J'imagine que les 2 grammes dans la vinaigrette n'est pas la solution. Pour le romarin ou pour le... Enfin, si c'est pour le romarin notamment que j'ai recommandé pour le foie, j'aime bien le préconiser plutôt en bourgeon. Le bourgeon de romarin est plutôt pas mal et assez doux. Après, pour les autres plantes, on va aller sur des quand je parle de l'origan, donc effectivement, c'est plutôt l'huile essentielle d'origan que l'origan, ce qui n'empêche pas de mettre de l'origan dans la cuisine, bien entendu. Et pour les autres plantes, type berbérine, extrait de feuilles d'olivier, etc., c'est d'aller sur des compléments qui sont vraiment dosés aussi en principe actif et aller sur des doses assez corsées. Par exemple, pour la berbérine, il faut aller jusqu'à 1500 mg de berbérine de qualité. Voilà. D'accord. Alors, une autre question. L'hypoacidité induite par des chirurgies bariatriques, pardon, et de ce fait entraînant candidose chronique peut-elle être corrigée? Dans le cas des chirurgies bariatriques, moi j'ai tendance à donner de la bêta-NHCl et des enzymes digestives. Les deux pour vraiment pouvoir soutenir la digestion et faire en sorte qu'elle soit la plus efficace possible et donc limiter le risque de candidose. Mais là, dans les chirurgies bariatriques, alors ça dépend quel type de chirurgie. Si on enlevait une partie, notamment c'est celle où on enlève une partie de l'estomac, pour peu qu'on enlève la partie de l'estomac qui contienne les glandes sécrétrices, de toute façon, on ne pourra pas le relancer. Donc vraiment, dans ce cas-là, pas hésiter à utiliser de la bêta-NHCl. Ok, écoute, c'était la dernière question. Alors, j'ai Frédéric qui dit « Ah, ça y est, la question arrive. Pouvez-vous préciser le laboratoire qui teste la salive pour le FUT2 ?» Oui, le FUT2, c'est laboratoire LIMS en Belgique. Il y en a peut-être d'autres. Hein. Honnêtement, il y en a peut-être d'autres. Je sais que j'ai l'habitude de travailler avec eux. Et Barbier, à un moment, le faisait. Après, il ne le faisait plus. Et je n'ai pas suivi pour savoir s'ils le font encore ou pas. Parce qu'il y a vraiment ce problème en France au niveau législation. Ok. Eh bien, écoute, je crois que c'était la dernière question. Si vous en avez encore, n'hésitez pas. Ou sinon, faites-nous un message et puis on les transférera à Sabrina qui nous fera sa réponse par mail.
Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à toi, Sabrina, pour cet exposé. Et j'en profite juste pour tout le monde, si vous voulez en savoir plus sur les hypersensibilités alimentaires et émotionnelles, vous pouvez vous procurer le livre que Sabrina a écrit et qui est top, voilà, qui permet de comprendre les hypersensibilités alimentaires et les causes de ces hypersensibilités alimentaires. Voilà, donc n'hésitez pas, hypersensibilité alimentaire et émotionnelle, aux éditions Sabrina, je sais plus. L'adore. Voilà, donc n'hésitez pas, très intéressant. Merci. Merci à tous.